Impressionnant, à couper le souffle, grandiose, étincelant, tous ces mots pour décrire Alexander Zverev qui remporte son deuxième Masters. Mais celui-là, il est incroyable. Victoire le samedi contre Novak Djokovic, numéro 1 mondial. Puis le dimanche contre Daniil Medvedev, numéro 2 mondial. Ça y est, Alexander Zverev passe enfin un cap. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du Masters de Turin qui se termine. Ça y est, le dernier vrai tournoi de la saison, puisque la Coupe Davis, maintenant, on l'oublie un petit peu, malheureusement. Mais bon, parlons maintenant de vrai tennis, parlons de tennis. Et le week-end de rêve réalisé par Alexander Zverev, évidemment, c'est le titre un petit peu de cette vidéo. Il nous a fait vibrer sur ce week-end, il a été étincelant, il a endormi tout le monde, Djokovic et Zverev, on va en parler. Mais juste avant, on va parler d'Herbert et Mahut, parce que si l'année française a été absolument catastrophique, que ça soit pour les filles ou pour les garçons, l'année d'Herbert et Mahut a été absolument dingue, elle a été belle. Le doublé Roland Garros Masters, c'est beau, magnifique, magnifique. Herbert Mahut qui s'impose contre des joueurs qui ont perdu en plus en phase de poule, comme Alexander Zverev, tiens, c'était peut-être pas un hasard cette année, contre Salisbury et Ram qui avait sauvé une balle de match, enfin 2 balles de match justement en phase de poule, et qui a perdu 13-11 et Herbert Mahut dans le super tie-break. Là il s'impose 6-4, 7-6, un tie-break parfait, 7-0, peut pas y avoir mieux comme tie-break, parfait. Ça met fin à une saison fabuleuse, il leur manque quoi? Les JO, et il y a les JO en 2024 à Paris. On sait qu'ils aiment plutôt bien Roland Garros, donc sachant que 2024 c'est Roland Garros, il y a peut-être quelque chose à faire. Après on verra Mahut l'âge qu'il aura à ce moment-là, mais je pense qu'il va continuer jusqu'à là parce que le double c'est un peu moins physique. Herbert évidemment il sera là, et puis ils sont tellement forts, ils sont tellement impressionnants. Franchement, c'est encore une magnifique saison. C'est leur 3e finale de suite, puisqu'ils n'avaient pas participé en 2020. Donc ils ont fait finale en 2018, perdu contre les frères Bryan, malgré les balles de match. Pardon, contre un frère Bryan et Jacques Sock, malgré une balle de match. Victoire d'ailleurs en 2019, et puis victoire là en 2021. Donc c'est un petit peu un back-to-back, même s'ils n'ont pas fait 2020 pour eux. Et donc maintenant, on va parler d'Alexander Zverev, de son week-end de feu. Ça commence par Novak Djokovic samedi, tranquillement. 7-6, 4-6, 6-3. Parfait, c'est un match parfait. Le premier set il est impressionnant parce que Djokovic se procure des occasions, très peu mais il s'en procure, et Zverev les sauve très très bien. Une qualité de service d'ailleurs sur ces deux matchs, sur son match de samedi et du dimanche, absolument dingue. Très peu de doubles, pas mal de deuxième première, donc faire des gros services sur deuxième balle. Il y en a même un qui l'a fait à 223 km/h contre Novak Djokovic. Il finit comme ça face à Medvedev sur balle de match. Impressionnant contre Djokovic. D'ailleurs, il le break dans le 3e set. Donc Djokovic qui a dit que lui, il avait plutôt fait un bon match et qu'il n'avait pas pu faire grand chose dans le 3e set. À ce moment, au moment où il se breakait dans le 3e set, il se dit ouais, mais c'est un super serveur, donc je pouvais pas faire grand chose. J'ai trouvé quand même un petit peu mou, un petit peu dans cette fin de 3e set, notamment à 4-2 Zverev, quand il se procure une balle de break. D'habitude, c'est un Djokovic à ce moment-là qui a du mordant, qui est tranchant, qui est un peu comme le crocodile sur son polo. Il est tranchant, il a du mordant, et là, il était un petit peu mou, mais il faut dire que Zverev l'a très très bien endormi. Zverev lui a dit non, ça passera pas cette fois. Et donc le blocage psychologique qu'il avait face à Djokovic, il l'a un petit peu éteint, et c'est bien pour lui. Franchement, c'est bien parce que Djokovic, c'est un joueur qu'il va falloir battre dans les années futures pour gagner des grands chelems. Donc c'est très important. Et puis aussi Daniil Medvedev qu'il va falloir battre aussi, évidemment, encore plus longtemps que Novak Djokovic, parce que lui, il est parti au moins pour 10 ans de rivalité. C'est déjà leur 12e confrontation. Ils sont à 6 partout maintenant. Ils venaient de perdre les 5 dernières, et ils venaient de perdre aussi celle en phase de poule mardi. Donc il y avait cet avantage psychologique. Voilà, il y avait cet avantage psychologique pour Daniil Medvedev, mais Alexander Zverev avait déjà fait le coup en 2018, rappelez-vous, quand il avait perdu contre Novak Djokovic en 2-7, en plus plutôt facilement en 2-7 contre Novak Djokovic en poule, qu'il avait d'ailleurs battu en finale. Et c'est déjà arrivé 19 fois ce cas de figure, et 11 fois le joueur qui a perdu le match en poule s'est imposé. C'est-à-dire que le rapport de force est inversé à chaque fois entre les phases de poule et la finale en majorité. Donc ça montre un petit peu aussi que c'est le Masters, et donc du coup que les rapports de force sont très proches. Bon, à part si on a un Djokovic, Casper Ruud évidemment, mais Ruud ne pouvait pas aller en finale, même si Ruud a fait un super parcours. Franchement, bravo à Casper Ruud qui a fait une demi-finale, et c'est vraiment bien pour lui. Zverev qui en plus gagne, on va dire, un petit peu le titre officieux de joueur ayant le plus gagné cette saison. Voilà, c'est pas un titre officiel, mais c'est pour la forme, quoi. C'est pour montrer qu'il a été présent cette saison.
Même si à Bercy, il était fatigué, là, il était impressionnant, pas de fatigue, aucune fatigue. Et contre Medvedev, c'est Medvedev, même moi qui m'a paru fatigué, enfin Medvedev, aucun signe de combat, aucun signe d'énervement. J'ai l'impression qu'il le savait, enfin, il avait pas envie de. Enfin, il se battait pas, quoi. J'ai l'impression que, ouais, il était un petit peu résigné face à Zverev. Je cherchais le mot, résigné, c'est un peu le seul mot que je cherchais. Et 6-4, 6-4, un break très tôt dans chaque manche, notamment en début de deuxième manche. Trop solide, trop fort. Zverev qui a eu des occasions de double break dans le premier set. Ouais, très déçu de Medvedev parce que je voyais remporter le Master. Je voyais déjà remporter Bercy, je voyais remporter le Master. C'est encore une défaite en finale. Ouais, ça a fait une défaite face à Djokovic, qui est son principal rival, et face à Zverev, qui peut le devenir. Ouais, ça montre aussi que l'avantage psychologique va changer entre Medvedev et Zverev. Je trouve ça plutôt sympa, mais un petit peu déçu de la part de Medvedev. En plus, je préfère Medvedev à Zverev, donc à titre personnel, j'aurais préféré que Medvedev s'impose, même si Zverev est un joueur que j'apprécie. Je suis très content pour Zverev qui s'impose son deuxième Masters, mais Medvedev, il m'a clairement déçu sur ce match parce qu'il aurait dû faire mieux, il aurait dû avoir ce signe de révolte parce que on se dit quand même c'est le dernier match de la saison, bon, à part Medvedev qui va faire la Coupe Davis, mais ça, bon, la Coupe Davis, on s'en fiche. Honnêtement, on s'en fiche vu la qualité que c'est maintenant. C'est le dernier match de la saison, et puis on voit ça, on voit ce match qui a duré un tout petit peu plus d'une heure. On reste sur nos fins, en fait, sur notre fin, pardon. En 2020, on a eu une super finale entre Dominic Thiem et Daniil Medvedev. En 2019, on a eu une super finale entre Dominic Thiem et Stefanos Tsitsipas. En 2018, ça allait entre Zverev et Djokovic. 2017, Goffin Dimitrov, c'était incroyable. 2016, Andy Murray, bon, comme je suis fan d'Andy Murray, évidemment que le match était exceptionnel contre Novak Djokovic. 2015, on a eu un Federer-Djokovic qui était aussi sympa. Puis 2014, on avait Federer qui a déclaré forfait avant la finale. Pour moi, 2014, c'est le pire Masters que j'ai vu dans ma vie, parce qu'il y a des matchs que des doudounes, que des matchs horribles, que des matchs qui durent moins d'une heure, des Djokovic-Cilic, des Djokovic-Wawrinka, enfin, tout ça. Un Murray-Federer où Murray s'était pris 6-0, 6-1, voilà. Donc la finale, là, je reste sur ma fin de cette finale parce que j'ai l'impression, voilà, que la saison se termine comme ça et on reste, voilà, sur notre fin. On se dit, bon, bah, voilà, il s'est rien passé, deux breaks, ouais, aucun signe de révolte, rien du tout pour Medvedev. Et donc, du coup, bah, le classement de fin de saison, notamment le classement de fin de saison, on remarque déjà qu'il y a beaucoup de meilleurs classements. Djokovic, évidemment, meilleur classement numéro 1. Medvedev qui termine à son meilleur classement numéro 2 mondial. Zverev qui termine à son meilleur classement, il a déjà été numéro 3 mondial, mais il n'a jamais terminé une saison numéro 3 mondial. Tsitsipas est 4ème. Roublev qui termine à son meilleur classement, numéro 5. Rafael Nadal qui termine à son. Enfin, pas du tout à son meilleur classement, pardon, Rafael Nadal qui termine 6ème. Matteo Berrettini qui termine à son meilleur classement, 7ème. Casper Ruud qui fait une super saison, qui termine à son meilleur classement, 8ème. Hubert Hurkacz qui termine 9ème à son meilleur classement. Yannick Sinner qui termine presque à son meilleur classement pour la première fois dans le top 10. Félix Auger-Aliassime qui aussi est pas loin du tout, ouais, donc c'est tous ces joueurs-là qui sont là, et puis on voit d'ailleurs 15ème Dominic Thiem aussi qui est là. Je ferai une vidéo vers l'intersaison, alors je sais pas trop quand, mais sur sur mon pronostic du top 15 ou du top 10 de la saison 2022, je ferai ça je pense. Voilà, pour un petit peu grosso modo essayer de voir les forces et majeures en présence. Par exemple, des joueurs comme Casper Ruud ou Hurkacz, est-ce qu'ils vont réussir à rester dans ce top 10 ou est-ce qu'ils vont baisser un petit peu, avoir une saison un petit peu plus compliquée? Est-ce qu'un Tsitsipas peut remonter vraiment parce que Zverev, Medvedev et Djokovic ont pris le large? Est-ce que d'ailleurs Zverev peut aller chercher Medvedev? Est-ce que Medvedev peut aller chercher Djokovic? Toutes ces questions qui se posent en 2022. 2022 va être très très intéressant parce que Djokovic, plus les années passent, plus il va se rapprocher du moment où il ne gagnera plus de Grand Chelem. Il y a bien un jour où il ne gagnera plus de Grand Chelem avec Djokovic, donc ce jour va peut-être bientôt arriver. On se rapproche aussi d'un moment où on peut peut-être avoir une hégémonie Medvedev-Zverev. On verra bien tout ce qui va se passer. Et donc là, qu'est-ce qui se passe au tennis? C'est soit en route pour les vacances ou pour la Coupe Davis. Coupe Davis avec Gérard Piquet évidemment, le nouveau promoteur de la Coupe Davis avec son groupe Cosmos, 25 milliards sur 25 ans on rappelle, ou sur 30 ans je sais plus, bref, des sommes colossales. C'est dommage la Coupe Davis. D'ailleurs la France qui va jouer à huis clos, voilà, puisque l'Autriche a été confinée, est confinée à partir de ce lundi, donc la France va jouer à huis clos, c'est dramatique. C'est une compétition qui est censée regrouper, on rappelle de base, des matchs domicile et extérieur avec une ambiance de feu à huis clos. C'est terrible, c'est terrible. Je ferai une vidéo sur la Coupe Davis pour expliquer pourquoi la Coupe Davis est morte. Parce que oui, quand l'Espagne joue, ça va être beau, ça va être splendide, parce que l'Espagne va jouer chez elle. Mais quand, par exemple, il y avait eu Pays-Bas-France, mais qu'est-ce que les Espagnols en ont à faire de Pays-Bas-France?
honnêtement, enfin, je comprends pas. C'est comme par exemple si au foot, t'avais un match, somme toute, on va dire moyen, je sais pas, mais par exemple Lille-Wolfsburg qui est en Ligue des Champions, c'est comme si Lille-Wolfsburg se déroulait pas à Lille ni à Wolfsburg, qui serait très intéressant, enfin ce qui est intéressant, mais se déroulait, je sais pas, à Londres par exemple. Qu'est-ce que les Londoniens en ont à faire de Lille ou de Wolfsburg? C'est ça. Et la Coupe Davis, normalement, c'est une compétition domicile-extérieur où la France jouait à Lille, où elle peut jouer à Roland-Garros, elle joue où elle veut, elle a même joué une fois en Guadeloupe. Et voilà, il y a eu de la ferveur supporter, et là, huis clos en plus pour l'Autriche. Alors, c'est pas de leur faute, ok, très bien. Mais même de base, leur système de compétition est tout pourri, c'est totalement nul. Ou sinon, il y a les vacances, comme Alexander Zverev qui a dit qu'il ferait pas la Coupe Davis sous Gérard Piquet. Voilà, Zverev, respect Zverev parce que faut pas la faire cette Coupe Davis, faut vraiment pas la faire parce que c'est un crève-cœur pour le tennis. C'est un crève-cœur, c'est une compétition un petit peu qui change par rapport au tennis normal, justement, qui est un petit peu changeant, avec des formules en 4 simples, un double, et même tout ça, ça a changé. C'est dramatique. En plus, c'est une forme par pays, donc voilà, c'est le côté défendre ses couleurs. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. L'argent encore gagné sur le jeu, sur le sport. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.